Pire que la guerre froide, où ce titre que nous avons donné à mon intervention d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vise à poser pour chacun d'entre nous la question du risque de guerre. Car nous sommes face à la menace de conflit mondial. Si l'on veut prendre simplement deux exemples, c'est les bombardiers américains qui actuellement volent à environ 25 km de la frontière russe, au-dessus de l'Ukraine, et c'est les bombardiers chinois qui sont rentrés à plusieurs reprises, non pas dans l'espace aérien de Taïwan, mais qui sont rentrés dans l'espace militaire protégé de Taïwan. Donc ça, ce sont des signes, et ces signes sont multiples. J'en évoquerai d'autres. Guerre cybernétique, guerre dans l'espace, guerre en mer de Chine, ou guerre et tensions autour de l'Ukraine. La véritable question à se poser, en s'élevant au-dessus de ces différentes manifestations, c'est quand est-ce qu'un risque de guerre se manifeste. Et en 1933, puis en 1936, dans un film, H.G. Wells avait évoqué déjà les conditions dans lesquelles une guerre mondiale allait se produire. C'était cette dystopie, Things to Come, les choses à venir. Et il disait qu'une grave crise économique allait entraîner un conflit militaire qui à son tour allait entraîner une destruction très grave et une pandémie, et que pour en sortir, il fallait un gouvernement mondial fort qui prenne le contrôle des choses. Et ce gouvernement, évidemment, aurait parlé anglais et aurait été les gens les plus évolués des services de contrôle à l'époque, les forces aériennes, car elle avait prévu une domination des forces aériennes par bombardement. Donc si j'évoque cela, c'est parce qu'il y a une conscience dans l'oligarchie qui est au bord d'une crise que cette crise est quelque chose qui porte en elle le risque de guerre. Et je crois qu'il faut aujourd'hui prendre ses responsabilités et comprendre la situation actuelle par rapport à cela, alors que, notamment dans notre campagne présidentielle, on parle de certaines questions qui ont certes une importance, mais qui sont relativement secondaires par rapport à cette question économique, développement mutuel ou guerre, et par rapport à la question, évidemment, d'un conflit qui serait le choix de la guerre. Nous n'en sommes pas loin. Alors, évidemment, par rapport à cela, nous avons cité à plusieurs reprises, mais je voudrais le reciter ici, la déclaration de l'amiral Charles Richard, qui commande le Stratcom américain, les forces stratégiques américaines, qui a déclaré très clairement que le recours au nucléaire qui était possible maintenant dans le passé et qui avait été ensuite effacé en le disant impossible, rendu impossible, eh bien redevenait aujourd'hui quelque chose de possible qui s'inscrivait dans l'évaluation stratégique américaine, possible dans la réalité. Alors, évidemment, cela donne à réfléchir. Et il faut se rappeler qu'en 1958, la Rand Corporation avait déjà envisagé le scénario d'une guerre, y compris avec le recours au nucléaire, et c'était quelque chose que le secrétaire aux affaires étrangères américain John Foster Dulles avait envisagé, le retour nucléaire en mer de Chine, justement sur l'affaire de Taïwan. Alors, dans ces conditions, on voit toute une situation qui porte à cela et des déclarations qui y portent. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, si l'Allemagne décide que les missiles nucléaires ne devront plus être sur son territoire, les bombes gravitationnelles BG B-61 pourraient être déployées à l'est, c'est-à-dire plus près de la frontière russe. Immédiatement, les Russes réagissent. Maria Zakharova dénonce, qui est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie, dénonce l'impérialisme de l'OTAN, avant même d'avoir pris connaissance des propos de Stoltenberg, et ces agressions qui ont dévasté plusieurs pays et conduit des millions de réfugiés à les fuir. Donc c'est l'accusation directe des conséquences de la politique de l'OTAN. Dans les pays baltes, la Lituanie est devenue un pays qui a proclamé sa
son rapprochement avec Taïwan contre la Chine, brisant l'entente des pays 16+1 à l'Est. En Ukraine, d'un côté, les Américains ont averti les Ukrainiens que les déplacements des troupes russes étaient dangereux. Les services ukrainiens disaient oui, c'est grave, mais c'est comme d'habitude. Les Américains ont insisté que c'est encore plus grave, d'où les vols de bombardiers américains. Et le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui avait dit que ce n'était pas très grave, ayant allé aux États-Unis, a complètement rétropédalé et a dit c'est quelque chose de très très grave. Donc on a cette situation de tension qui est ainsi entretenue. On pourrait dire aussi qu'il y a eu des manœuvres sino-russes aériennes de bombardiers en mer du Japon et en mer de Chine pour protéger la stratégie globale des deux pays. Il y a eu des manœuvres communes. Donc on est dans cette tension, et on l'a vu lorsque la Russie a décidé de tirer un missile sur un de ses satellites. Cela a fait un bruit énorme. Or, déjà, ça avait été fait par d'autres puissances, mais là, on a décidé que le maître du Kremlin mettait en danger le monde. Le département d'État américain menace d'envoyer ou d'invoquer le traité de politique d'assistance des États-Unis vis-à-vis des Philippines contre la Chine. C'est le porte-parole de différentes associations américaines qui l'a dit, en parlant de ces insistances, de ces incidents en mer de Chine. Et Lloyd Austin, le ministre de la Défense américain, a quelque part surenchéri. Donc on est dans une situation d'extrême tension. Et les officiels russes ont accusé les Occidentaux en livrant des missiles anti-tanks américains, le FGM-148, dit Javelin, des missiles anti-chars aux Ukrainiens en disant que c'était contraire aux accords de Minsk sur l'apaisement en Ukraine et que c'était un danger de guerre et que l'OSCE, l'organisme chargé de vérifier les conditions de la paix, en était averti. Alors, aussi les États-Unis ont confirmé leurs sanctions contre Nord Stream 2 en disant voilà, le département d'État confirme ces sanctions, ce qu'a dit Anthony Blinken, le ministre donc, des Affaires étrangères américain, et il a dit c'est pour protéger la sécurité de l'Europe, accusant la Russie de vouloir prendre l'Europe en otage, alors que la Russie avait dit qu'il était prêt à fournir ce gaz et que le président Poutine avait dit qu'il mettait la pression sur Gazprom pour que ce gaz soit fourni. Mais ce sont les Américains qui bloquent Nord Stream et qui, en même temps, accusent Poutine de ne pas livrer le gaz. Or, ce gaz serait livré par Nord Stream. Donc, voilà où on en est. Alors, ces sanctions, évidemment, contre la Russie, c'est la politique de sanctions des pays occidentaux, des pays de l'OTAN et en particulier du gouvernement américain, comme on a les sanctions du César Act contre la Syrie, contre le gouvernement syrien, qui n'affectent pas le gouvernement mais qui affectent le peuple syrien. Toutes ces sanctions affectent les peuples et pas les gouvernements. Et c'est un véritable chantage, donc. Et évidemment, on a dit que ces mesures étaient prises pour protéger le peuple syrien, comme on va protéger les Européens des Russes en bloquant Nord Stream 2. Donc, pourquoi tout cela? Et c'est là que ça devient évidemment particulièrement grave. C'est que les pays occidentaux, le système occidental, il ne s'agit pas des pays, le système occidental stratégique ne répond plus aux défis de notre temps. C'est un système basé sur le crédit à court terme. Dans le monde, c'est un système en réalité de fausse monnaie où on émet de la monnaie à tout va pour entretenir un système financier qui surenrichit les riches et appauvrit les pauvres. Et ce système financier n'est plus capable de créer une cohésion sociale, donc, ni un développement économique réel, puisque l'argent va plus aux spéculations qu'à l'économie réelle productive. Donc, que peut faire ce système occidental? Soit on réduit fortement ses émissions de crédit, de monnaie, on relève les taux d'intérêt directeurs des banques centrales et provoque une insolvabilité généralisée, une crise générale. Donc, évidemment, réduire les émissions paraît, et faire une hausse des taux d'intérêt pour tenter de stabiliser la situation conduirait donc à un désastre. Mais maintenir les taux d'intérêt très bas
et évidemment, en, en restant là où on en est, provoquerait une inflation absolument terrible et aussi conduirait à un désastre. Donc, dans le système de la monnaie qui règne dans les pays occidentaux, vous savez ce qu'avait dit Georges Boris, l'ami de Mendes France et le responsable de les finances dans la France libre, il avait dit si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. Et aujourd'hui, en effet, c'est la monnaie, c'est les banques centrales, c'est le système financier d'une oligarchie mondialisée qui contrôle les États. Et c'est ça qui rend le risque de guerre, comme déjà à son époque cyniquement H.G. Wells le proclamait, c'est ça qui rend le risque de guerre possible, parce que face à ce dead end, comme diraient les Américains, ce cul-de-sac dans les deux cas pour une politique monétariste, quelle option reste-t-il? S'imposer dans un monde défini par la géopolitique, où les uns veulent gagner toute la mise au détriment des autres, qu'est-ce qui reste? La menace militaire, le chantage militaire et le risque de conduire à une guerre. C'est pour ça que par-delà la guerre froide, comme nous l'avons dit, il peut y avoir beaucoup plus et beaucoup plus dangereux, une vraie guerre. Et dans ces conditions, examinons comment ce système fonctionne et pourquoi il peut conduire à une guerre. Parce que dans le monde, il ne conduit pas à un développement mutuel. On a une politique qui mène dans des pays qui sont soumis à ces risques et qui ont subi des guerres, et dans ceux qui ne les ont pas subis mais qui sont en crise économique, on subit des situations qui portent à l'implosion et à l'explosion, ça dépend des cas, dans ces pays. On a le Yémen, où la situation est dramatique, la Syrie, l'Afghanistan, les tensions entre la Biélorussie et la Pologne, on a l'Ukraine, où un système de corruption règne et ne permet pas à l'économie réelle de se développer, et on a l'affaire de Taïwan, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs points de tension dans le monde qu'on ne peut pas voir un par un, mais qu'il faut voir dans leur ensemble. Et dans ce contexte, le développement économique, les pays occidentaux sont incapables de l'assurer. La COP26, et on ne l'a pas assez dit, cherche à imposer aux pays du monde, en disant que l'homme prédateur, pollueur, est coupable de la dégradation du climat et du changement climatique, que donc il faut limiter la production humaine, limiter les énergies fossiles, sinon les éliminer. Et à ce moment-là, les pays qui vivent grâce à ces énergies, notamment le charbon ou le pétrole, ces pays seraient soumis à une crise terrible. Ils n'auraient plus les moyens de se développer. Donc on pense climat ou prétexte le climat pour imposer en réalité un malthusianisme, une politique de non-développement économique. Alors il y a des résistances. L'Inde a dit du bout des lèvres qu'elle essaierait de se passer du charbon, mais en 2070. La Chine a dit qu'elle essaierait de moderniser ce qu'elle faisait. Mais disons, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est qu'il y a d'une part le climat et d'autre part l'environnement. Le climat, c'est ce qui justifie toute cette politique malthusienne, cette politique en fin de compte qui aboutit à une dépopulation organisée, faute de moyens de créer des structures d'accueil pour de nouvelles naissances. Déjà dans le monde, on est à un taux de naissance de 1,56%, c'est-à-dire on est très en dessous du 2,10, qui est une simple reproduction. Donc, la densité démographique du monde, on ne réunit plus les conditions pour la maintenir, pas même pour la maintenir, et certainement pas pour la développer. Donc c'est ça qui crée le risque d'un conflit, qu'on est arrivé au bout d'un système dans son mode de fonctionnement pour accroître sa capacité d'accueil. On ne peut plus accueillir avec un beau visage des êtres humains en nombre croissant. Donc il y a un pessimisme culturel qui est induit, qui va de pair avec ce risque de guerre. C'est pour ça que dans le « ou » que j'ai donné au titre de cette présentation, il y a et le risque de guerre, mais en même temps ce pessimisme culturel, cette idéologie qui l'accompagne, qui ne vient ni des États-Unis, ni de la Grande-Bretagne, ni du Royaume-Uni en tant que tel. Il vient de ceux qui ont pris en otage les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qui ont pris en otage leur peuple. C'est une idéologie financière, une véritable dictature financière,
qui prétend être néolibérale. En Europe, elle prétend être le système de l'Union européenne. Tout cela ne sont que des apparences. La réalité, c'est cette politique féroce qui aboutit toujours, férocement financière, qui aboutit à l'austérité sociale et à l'incapacité d'un développement économique basé sur une densité de flux d'énergie qui le permettent. Alors on me dit, mais densité, c'est très compliqué, les gens ne peuvent pas comprendre. Non, c'est très simple, c'est produire plus par être humain, produire plus par kilomètre carré et produire plus par gramme de matière apportée. Et c'est ça qui permet au monde d'avoir un avenir. Et c'est ça aujourd'hui qui se trouve en cause. Alors, on le voit, face à la crise, les élites occidentales font preuve d'une, ce que Mme El Gazep-Larouche, présidente de l'Institut Schiller américain, appelle une indifférence dépravée. C'est, disons, une vision qui n'est pas capable de concevoir que le futur peut être un futur dans lequel il y a plus d'êtres humains, mieux formés, comprenant mieux leur histoire et comprenant mieux ce qu'il faut faire pour l'avenir, qui deviennent créateurs, en un mot. La crise, on la voit très bien en ce qui concerne l'Afghanistan. Voilà que les armées américaines ont abandonné l'Afghanistan, les armées de l'OTAN, après l'avoir dévasté. Peut-être un certain développement dans les villes, rien du tout dans les campagnes, sauf la production de pavots. La production de pavots s'est développée pendant la présence des forces de l'OTAN, qui ont pactisé avec ceux qui les produisaient. Très cyniquement, John Kerry, l'Américain qui s'occupe tellement du climat, est venu dire, oui, mais l'opium et donc l'héroïne, sa transformation, ira en Russie, en Europe, ce n'est pas notre problème. C'est comme disaient à une époque ceux qui ont détaché le dollar de l'or. Le dollar, c'est peut-être notre monnaie, mais c'est votre problème aux autres pays du monde. Donc on est dans la même chose. Alors nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut, Mme El Gazep-Larouche, présidente de l'Institut Schiller, donc, a fait cette proposition, il faut créer en Afghanistan les bases du développement. On ne le stabilisera que par les développements. Il faut dire aux talibans, vous avez promis de lutter contre le terrorisme, continuez, et sur cela nous vous soutiendrons. Vous avez besoin, le peuple afghan, pas vous, talibans, mais le peuple afghan a besoin de santé publique, a besoin d'alimentation. Les 4/5 de la population afghane sont menacés cet hiver de famine et de malnutrition très grave, portant atteinte au développement des enfants, bien sûr, ou aboutissant à leur décès. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est David Beasley, le président du Programme alimentaire mondial, qui a été un Américain, qui de surcroît a été nommé par Trump. Donc, il faut réaliser quelque chose en Afghanistan qui redonne sens à son existence. Il faut se rappeler que les talibans aussi avaient supprimé la culture du pavot au début de notre siècle, du XXIe siècle, et que c'est lorsque les forces de l'OTAN étaient en Afghanistan que les seigneurs de la guerre, leurs alliés, ont cultivé le pavot et donc abouti à ce que l'Afghanistan soit le plus grand fournisseur dans le monde d'opium et d'héroïne. Donc il faut donner aux talibans les moyens de éradiquer le pavot, et pour ça, évidemment, il faut dégeler les fonds dont ils doivent bénéficier, qui sont leurs fonds et qu'on a bloqués, qu'on a gelés dans les pays occidentaux, 9 à 10 milliards de dollars, soit la Commerzbank, soit surtout le Trésor américain, et qu'il faut, en plus et surtout, créer un développement dans ce pays, avoir des projets de développement, de transport, d'industrie, minier, d'exploitation sur place des ressources minières pour avoir le début d'une petite et moyenne industrie, bref, créer les structures qui permettent à un pays d'être un pays. Alors évidemment, on dira, il y a la question de la femme. Oui, c'est une question, elle est grave, mais elle ne peut être résolue que dans un développement économique et un développement économique mutuel. Sans cela, si on soumet l'Afghanistan aux sanctions, si on le soumet à la faim, on va créer une bombe à l'échelle du monde. Donc il faut que ce développement soit non seulement dans l'Afghanistan, mais dans toute la région. La Chine y est sensible, certains pays comme le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan y sont sensibles aussi. Donc il faut développer toute cette politique régionale qui permette de sortir de cette crise et que l'Afghanistan soit un modèle pour le développement mutuel. Et ce sera le où dont je parlais au départ. C'est le où qui permettra de sortir et d'une guerre froide et d'éviter une guerre tout court. Une guerre qui peut aller jusqu'au nucléaire. Je le souligne encore, et je souligne ce qu'ont dit les responsables des armes américaines.
qui a été relevé d'ailleurs par les Chinois, qui y ont vu une menace directe. Alors, évidemment, nous proposons cette opération Ibn Sina à Vicenne pour le développement de la santé publique en Afghanistan et dans le monde. Également, Jocelyn Elders, qui a été le Surgeon General, c'est-à-dire pratiquement le ministre de la Santé américain, qui, elle, et qui était une démocrate, qui, elle, dit qu'il faut absolument changer de politique et faire cette politique de campagne prenant avantage, je dirais, de ce que la pandémie existe, pour dire il faut cette politique de santé publique dans chaque pays du monde. Et si ce n'est pas dans chaque pays du monde, si ce n'est pas partout, on ne parviendra pas à lutter contre la pandémie, parce que la pandémie, elle, n'a pas de frontières. Donc, c'est très important de voir qu'à ce stade, il y a un espoir. Il y a pour l'Afghanistan un groupe de 4 qui a se constitué. Les États-Unis n'y participent pas beaucoup, mais c'est la Chine, la Russie, les États-Unis, plus le Pakistan. 4. Donc, si ces pays vraiment font le développement du Pakistan, organisent le développement de l'Afghanistan et du Pakistan par la même occasion, on stabilisera la région. Mais ça existe, donc il faut y donner un contenu. Il y a l'ambassadeur russe à Washington qui a dit il y a une coopération entre Américains et Russes. Il y a une coopération au niveau de contrôle des armements et certains potentiels d'action contre le terrorisme et contre la pandémie. Donc cela doit continuer, et cela doit continuer dans l'esprit des rencontres entre le président Biden et Poutine. Et il y aura une nouvelle rencontre prévue, il y a des discussions. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait des structures organisées de dialogue et de discussion. Alors, évidemment, qui est l'ennemi de cela? Les services de renseignement liés au Pentagone et liés aux intérêts de l'oligarchie financière. Donc, il faut que les politiques reprennent un contrôle de cette situation, et une occasion comme celle offre à l'Afghanistan est à saisir. C'est de ce point de vue-là qu'on pense que les relations entre grandes puissances, c'est précisément aujourd'hui ce qu'il faut changer. Alors on le voit, autre signe d'espoir, dans le plénum du comité central, le 19e plénum, le 6e plénum du 19e comité central du Parti communiste chinois, qui parle de développement mutuel à l'échelle du monde, d'ouverture, de liens étroits avec l'intérêt des peuples, pas seulement du peuple chinois, et évidemment d'un congrès futur du Parti communiste où il y aurait une intégration d'ensemble de cette politique pour une communauté de destin de l'humanité qui éclaire notre époque par le progrès humain. Alors on dira c'est des paroles, Xi Jinping, ceci et cela. Je veux vous dire quelque chose sur la Chine. La Chine, on ne la connaît pas. C'est comme la guerre à la drogue. On prétend l'avoir fait, on ne l'a jamais faite. La Chine, on prétend l'attaquer, mais on ne la connaît pas. Et il faut connaître la Chine, et dans une prochaine émission, je vous expliquerai beaucoup de choses sur ce qu'est vraiment la Chine d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, simplement un mot, l'espérance de vie, qui était en 1949 de 35 ans, est passée à 77 ans et demi aujourd'hui, plus que l'américaine, et à parité de pouvoir d'achat, par tête, les Chinois ont dépassé aussi les États-Unis. Donc, il y a ce développement de la Chine dont on a peur dans les pays occidentaux, en général, ou dont les élites ont peur dans les pays occidentaux, les soi-disant élites, mais qui serait au bénéfice des peuples s'il y avait un développement mutuel. Donc, c'est ce développement mutuel vers lequel on peut aller, sans angélisme, mais aussi sans préjugés. Et c'était l'esprit, évidemment, de la politique gaullienne, de détente, d'entente et de coopération. Et il est vrai que c'est le général de Gaulle qui avait reconnu parmi les pays occidentaux la Chine en premier, parmi les grands pays occidentaux, en janvier 1964. Donc, c'est intéressant de voir à ce sujet que Dilma Rousseff, qui a été l'ancienne présidente du Brésil et qui maintenant pousse à la candidature de Lula da Silva, a dit « Je pense que la Chine représente, à la lumière de la situation actuelle, et de ce que font pas les pays occidentaux, la Chine représente quelque chose qui est un espoir. Elle a mis fin au féodalisme, elle a mis fin au colonialisme dans ses formes les plus brutales, et elle est une économie la plus puissante au monde avec les États-Unis. Alors évidemment, par rapport à cela, on voit que nos sinophobes français, les soi-disant spécialistes de la Chine, eux ne sont pas pacifiques parce qu'ils sont beaucoup trop atlantistes. Et ils voient la chose avec les œillères de
la politique de ces milieux qui ne sont pas ni américains ni britanniques en tant que tels, ils sont des politiques de renseignement d'une oligarchie et un complexe militaro-financier, universitaire, médiatique qui se déchaîne dans une période de crise que je vous ai décrit auparavant. Alors, dans ce contexte, nous avons organisé une conférence internationale de l'Institut Schiller, avec Solidarité et Progrès y participant, le 13 et 14 novembre. Et à cette conférence, il y avait la présidente Elga Sepp-Larouche, mais aussi Andrei Kortanov, qui est le directeur général des affaires internationales en Russie, de l'Institut, là-bas, qui est essentiel, qui est l'équivalent aux États-Unis de cet organisme administratif et politique et stratégique. Il y avait Cheng Xiaohan, qui est le secrétaire général adjoint de l'Association chinoise pour la paix et le développement. Il y avait Richard Black, qui était conseiller juridique du Pentagone auparavant, et qui dit qu'il est essentiel de définir un potentiel d'une entente sino-américaine pour éviter une guerre qui pourrait tourner à une guerre si le conflit éclatait en mer de Chine et si les Chinois l'emportaient. Et c'est ce que dit une étude de, disons, l'agence du Pentagone américain, que la Chine l'emporterait en mer de Chine et que la seule façon des États-Unis de l'empêcher serait le recours au nucléaire. Alors oui et non, voilà, c'est la question. Là, c'est le ou aussi, et le côté, disons, menaçant et très dangereux du ou dont je parlais au départ. Alors, dans cette conférence de l'Institut Schiller, il y avait les questions évoquées de culture, de dénoncer la COP26 dans la mesure où, comme David Attenborough, qui est un conseiller de la monarchie anglaise, qui disait qu'avec moins d'êtres humains, on pourrait mieux faire, ce qui est la définition même du malthusianisme et d'une politique de dépopulation avouée. On dit oui, on parle de dépopulation, c'est conspirationniste. Non, là, elle est directement avouée. Et le prince Charles lui-même, il a dit qu'il fallait prendre des mesures, peut-être militaires, pour imposer une politique climatique juste. Il faut dire que le prince Charles peut parler tranquillement de tout cela, puisqu'il est dans une propriété où même on lui apporte la pâte dentifrice, 36 petits gâteaux le matin et il doit choisir celui qui lui plaît, et on lui choisit tous ses costumes. Donc de ce point de vue-là, évidemment, on peut pérorer. Ça, c'est l'oligarchie. Il faut bien voir cette face de l'oligarchie. Enfin, on a eu un panel, comme on dit aujourd'hui, classique, sur la culture classique, évidemment pour voir comment une culture artistique, une culture de développement des facultés créatrices pouvait être dans le monde, aller de pair avec un développement économique et une politique de santé publique. Alors, évidemment, cela suppose qu'on ne laisse pas seulement au gouvernement la direction du monde, que chacun pense qu'il porte en lui un potentiel de leadership et qu'on sache à certains moments de l'histoire, comme le nôtre, c'est les moments où il faut le savoir, qu'il faut un changement profond, soudain, de leadership et de direction politique, économique et culturelle du monde. C'est là le défi d'aujourd'hui, c'est là le où. Le où, dont j'en parlais dans le titre, aboutit à cela. Et nous sommes aujourd'hui à un de ces moments de l'histoire, je le souligne encore, que les gens trouvent en eux-mêmes ce qu'il y a d'essentiel et que, comme le disait le poète Shelley, le poète anglais Shelley, que l'homme retrouve en lui ce qui est profond et plus passionné dans les conceptions concernant l'homme et la nature. C'est la véritable écologie. Ce n'est pas l'écologie dévoyée, pratiquée par l'oligarchie financière et ceux qui la suivent et qui en sont dupes. C'est aussi Rabelais qui disait évidemment qu'il était nécessaire que la science aille de pair avec une conscience. Et c'est toute notre bataille, c'est tout pourquoi nous sommes ici, nous vous parlons. Alors les Français, dit même le Figaro, veulent un autre modèle économique que l'actuel. Ils sont mécontents du modèle actuel.
mais ils ne savent pas l'exprimer. Ils l'expriment à l'extrême droite, à l'extrême gauche, au centre, ils s'indignent, mais ils ne savent pas comment. Nous essayons de dire comment, quelle est l'alternative. Nous l'avons définie à plusieurs reprises. J'en reparlerai en parlant de ce qui se passe en Chine au cours d'un éclairage à suivre. Mais je dirais simplement, pour conclure celui-ci, que la France, une France unie, refuse toujours de subir, et qu'on doit arrêter de subir, de se soumettre à cet ordre d'une oligarchie qui mène à la guerre. Et qu'une France qui refuse de subir tend toujours à s'unir. Et c'est en pensant à cela que je veux vous laisser aujourd'hui, et en vous disant donc à bientôt pour continuer à avancer dans cette exploration de ce qui doit être fait. J'ai vu avec beaucoup de joie et d'intérêt que des cercles citoyens, avec d'anciens des Gilets jaunes, des nouveaux, des gens qui réfléchissent en dehors de cette pensée stratifiée, morte des élites, pensent qu'aujourd'hui, qu'il faut rendre l'émission de monnaie, l'argent, la capacité de faire de l'argent au peuple, pour qu'il développe dans son intérêt et dans celui de l'économie. Donc je pense que c'est là que se trouve l'avenir et que nous devons nous battre ensemble pour que celui-ci puisse advenir au lieu de cette évolution tragique du système actuel vers une guerre qu'il porte en lui.